Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. C'est le plus grand pays du continent africain et du monde arabe, avec plus de 2 380 000 km². C'est aussi une puissance militaire. Mais l'Algérie est traversée depuis quelque temps maintenant par une crise politique, institutionnelle, sociale et même économique. La présidentielle de décembre 2019, le référendum constitutionnel de novembre 2020, la dissolution de l'Assemblée nationale et les législatives anticipées de ce 12 juin ne semblent pas suffire pour calmer les esprits. Mais que se passe-t-il en Algérie? Comment comprendre la crise que traverse ce pays? Trois invités avec moi pour répondre à ces différentes questions. Ali Haït Djoudi, vous êtes journaliste, président de l'ONG Riposte Internationale, une ONG spécialisée dans la défense des droits de l'homme. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre pays, l'Algérie. Fattah Bendali, membre êtes-vous du Conseil national de Gilles Jadid. Votre parti a refusé de boycotter les législatives, une décision prise selon vous après une analyse, ce que vous appelez une analyse objective et rationnelle de la situation politique dans votre pays, l'Algérie. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Alain-Jules Meunier, journaliste, analyste politique, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce grand pays, de cette puissance continentale qu'est l'Algérie. Ils étaient quelques 24 millions d'électeurs à avoir été appelés aux urnes ce 12 juin pour élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale. Finalement, le taux de participation s'est établi autour de 30%. Un taux qui, selon le pouvoir, n'entache en rien la légitimité des nouveaux élus. Un reportage signé Nathalie Mo. Les Algériens se sont rendus aux urnes pour des élections législatives anticipées ce 12 juin 2021. Un scrutin censé incarner la nouvelle Algérie, selon le président Abdelmadjid Tebboune. L'organisation de ces élections doit conduire le pays maghrébin à la fin de 2 ans d'instabilité politique. À l'instar de tous les citoyens, j'ai accompli mon devoir électoral. C'est un deuxième jalon dans le processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique encore plus proche du citoyen qu'avant. La démocratie veut que la majorité respecte la minorité, mais la décision demeure entre les mains du peuple. Le vote de ce 12 juin compte un nombre record de candidats, 20 000 pour 407 sièges à pourvoir. L'élection dont l'objectif est de satisfaire les demandes des manifestants pro-démocratie a cependant fait l'objet d'un appel au boycott de l'opposition. Le mouvement Irak accuse le pouvoir de vouloir encore utiliser le Parlement pour faire passer des lois à son avantage. Depuis l'indépendance de l'Algérie, les élections n'ont jamais résolu le problème de légitimité ni été une solution face aux troubles politiques qu'a traversé le pays. Le Parlement a toujours été un outil du système conçu pour favoriser ses intérêts. L'Algérie a organisé ses premières élections législatives depuis que l'ancien président Abdelaziz Bouteflika a quitté le pouvoir en 2019 après 20 ans de règne. Une nouvelle autorité électorale a été formée pour organiser le vote. Le nouvel organe électoral se donne jusqu'à 10 jours pour le décompte des voix en raison du nombre important de candidats. Ali Djoudi, très rapidement, vous faites partie de ceux qui avaient appelé à boycotter les législatives qui ont eu lieu ce 12 juin. Pourquoi avoir décidé de boycotter ces législatives? Merci d'abord, bonjour aussi aux invités. Alors, il faut signaler que cette élection n'est que la continuité des élections passées. L'Algérie a connu au moins 15 élections depuis l'indépendance. Oui. Si les élections étaient le remède des problèmes de l'Algérie ne sera jamais d'abord dans cette situation. Donc le pouvoir qui est un spécialiste dans le bourrage des élections, donc il est spécialiste de tous les trucages. Et d'ailleurs, l'un des leaders de l'opposition et de notre révolution, Hossein Ahmed, a dit il n'existe pas de suffrage
universelle en Algérie. Et d'abord, nous, on a souhaité qu'il y ait réellement une véritable élection. Ça veut dire quoi une véritable élection? Merci. Donc c'est une élection qui sera émanente d'abord d'une période de transition. On ne peut pas aller vers une élection avec le même champ médiatique, c'est-à-dire les mêmes chaînes de télévision qui ont boudé depuis plus de 20 ans le peuple et l'opposition. C'est elle qui va guider, c'est elle qui va orienter cette campagne électorale. On ne peut pas y aller vers une élection avec la même composante politique. On a empêché des partis politiques d'exister, d'être agréés. On a empêché les gens de s'exprimer. On ne peut pas y aller à une élection avec une justice aux ordres, la justice du téléphone. On ne peut pas y aller avec les mêmes mentalités, avec les 48 départements. Maintenant, quel était le préalable? Quel devrait être le préalable selon merci. vous? Voilà, c'est ça le plus important. Dès le début, le Hirak, cette révolution, même le pouvoir reconnaît le Hirak el-Mubarak, le Hirak le béni. Dès le début, ils ont accepté une réelle transition. Un gouvernement de technocrates aller vers une assemblée constituante avec une transition pour l'ouverture des champs médiatiques, des champs politiques. Donc ouvrir réellement le débat et laisser le peuple s'exprimer. Là, on ira vers une véritable élection avec une compétition dans toute sa royauté. Mais là, le pouvoir ne fait que continuer sa stratégie, donc ignorer les revendications du Hirak, ignorer les revendications des partis politiques, c'est-à-dire d'opposition, qui ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir. Donc, c'est une élection pour la continuité de ce pouvoir. D'ailleurs, les résultats, juste je termine, les résultats, c'était auparavant FLN, RND, maintenant c'est RND, FLN, c'est-à-dire bonnet blanc et blanc bonnet. Selon vous, Fattah Bendali, vous êtes membre du Conseil national de Djil Jadid, c'est un parti d'opposition en Algérie, mais qui a fait l'option de participer à cette législative après avoir, comme vous l'avez dit, fait une analyse objective et rationnelle. C'est-à-dire quoi? Quelle est cette analyse objective et rationnelle qui vous a motivé et poussé à participer, vous, à ces législatives? Absolument. Merci de me donner cette occasion justement de clarifier et de préciser certaines positions et notre analyse notamment. Un parti politique, comme vous le savez, et que chacun n'ignore pas, est supposé donner un projet de société et un programme aux citoyens, quitte à ces derniers de le sanctionner ou pas. Un parti politique fait aussi, de par son analyse, prend des décisions. Et il nous est arrivé d'arriver à cette décision de participer à cette élection-là pour plusieurs raisons. Je noterai tout d'abord que nous avons été dans l'opposition et nous le sommes toujours. C'est-à-dire une opposition qui ne dit pas non à tout. Une opposition qui n'est pas crispée sur des idéaux ou sur des positions fermes. Vous savez, donc, n'importe quel conflit, un conflit familial, un conflit de voisinage, un conflit de citoyenneté, il y a toujours quelque part une amorce de dialogue pour pouvoir avancer. Les grandes guerres, d'ailleurs, pour revenir à l'histoire contemporaine ou même plus ancienne, toutes les guerres ont fini par mettre les gens et les parties prenantes autour d'une table pour pouvoir avancer. L'analyse que vous m'invitez à présenter pour Djil Jadid était la suivante. Nous avons boycotté aussi beaucoup d'élections jusqu'à présent. C'est un parti jeune qui a à peine une dizaine d'années. Nous avons boycotté les présidentielles. Nous avons été parmi les animateurs du boycott des présidentielles de Bouteflika il y a quelques années, du 4e et du 5e mandat. Nous avons aussi été, et il faut le rappeler, l'un des animateurs du mouvement Mouatana, qui était celui incarné par beaucoup de puissances politiques pour s'opposer au 5e régime, au 5e mandat de Bouteflika, et qui était quelque part, les gens le reconnaîtront, une amorce, je ne dirais pas la seule, mais une amorce de Hirak qu'on a connue en février 2019. Pour mémoire, quand les militants de Djil Jadid et bien d'autres, pas que, d'autres compositions politiques qui étaient avec nous, qui se sont fait embarquer, qui ont été tabassés en 2018 et jusqu'à la fin 2018 avant le Hirak,
ça ne gênait pas plus que cela. Alors, pourquoi maintenant nous avons fait le choix d'y participer de manière responsable d'y participer? Et je pourrais même vous demander si, au regard des résultats tels qu'ils tombent là, vous êtes toujours satisfait d'y avoir participé? Alors, je répondrai par plusieurs éléments. Le premier, on a participé parce qu'on a fait une analyse qui était la suivante. Et elle est assez simple à comprendre. S'il vous plaît. Le contexte a changé. D'accord? M. Edjoudi a décrit l'histoire de l'Algérie contemporaine depuis son indépendance jusqu'à ces derniers temps. Sauf qu'il y a eu ce hirak, effectivement, et on se reconnaît aussi dans ce hirak. Parce qu'on y était. Et on fait partie de ce hirak. Après, des lectures peuvent différer des uns des autres. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Il y a des prémices. D'accord. Bien sûr, tout n'est pas noir ou blanc. Ça. Il y a eu des prémices. Il y a eu certains gages, peut-être vendus par le régime, qui sont celles, par exemple, du changement de beaucoup de points de la Constitution qui permettait adopté en novembre 2020. Une élection qui avait donné certains gages par rapport aux résultats. Et force est de constater, qu'on le veuille ou pas, que cette élection, au-delà de l'abstention qui a été record, on n'a pas connu, en tout cas pas à une échelle massive comme les élections précédentes, des fraudes à tout horizon, etc. Il y avait des gages de transparence. Il y avait des gages de contrairement transparence. à ce que disait M. Et je dirais même plus, et l'élément qui est important, c'est que nous avons été force de proposition devant le citoyen avec un projet en expliquant pourquoi on s'engage. Parce que le fait de dire que le hirak, ou une frange du hirak, refuse l'élection, c'est leur droit et il n'y a aucun souci là-dessus. C'est la démocratie. C'est aussi ça l'exercice du droit de vote. C'est aller voter ou ne pas aller voter. Absolument. Par contre, là où je trouve plus courageux de la part des partis politiques ou des militants, qui ont accepté de participer, c'est de dire on propose quelque chose. Mais on ne reste pas dans une posture de ni blanc ni noir. On propose quelque chose. Ensuite, le citoyen choisit. Le citoyen choisit. Le fait de rester bras croisés ou dans le nihilisme n'avance pas les choses de l'Algérie. Votre propos est très clair. Monsieur Bendalla, très rapidement, Alain Jules Meunier, on a vu le pouvoir algérien par rapport au taux historique d'abstention. On va dire, parlons plutôt de taux de participation, 30,20%. Et le pouvoir dit, peu importe le taux de participation, nous ne souffrirons pas. Les députés qui seront élus ne souffriront de toute façon pas de légitimité. On sent chez le pouvoir qu'il n'est pas très préoccupé par le fort taux d'abstention. Comment cela se comporte-t-il? Écoutez, d'abord, la politique de la chaise vide ne profite forcément qu'au pouvoir. À partir du moment où les choses ont commencé à être claires, on va dire le fameux Irak, malheureusement on présente, M. Fatal le disait tout à l'heure, on présente M. Tabou comme le chantre de la démocratie algérienne, le chantre de la liberté algérienne. Mais c'est faux, il y a plusieurs partis qui ont précédé ce genre d'action-là. Maintenant, Bouteflika est parti. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu encore cette abstention lors de l'élection présidentielle en 2019, 40%. Mais vous croyez que le président n'est pas légitime? Ceux qui disent que le président n'est pas légitime sont dans une espèce de nihilisme politique. Et aujourd'hui, il y a eu la réforme constitutionnelle, où il y a eu de vrais gages. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont encore boycotté. À partir de ce moment-là, vous ne lisez même pas les propositions de loi qu'il y a dans une réforme. Et quand il y a des législatives, vous boycottez entre les législatives. Ça veut simplement dire que... Alain Jules Meunier, les nombreuses arrestations, les répressions régulières, des manifestations. Aujourd'hui, nous avons au moins, selon les organisations de défense des droits de l'homme, 200 prisonniers politiques, dont des journalistes incarcérés. 224 aujourd'hui. Précisément, 224 précisément. Dans ces conditions de tension, on peut comprendre l'hésitation de certaines formations politiques à participer à ce rendez-vous électoral, non? Mais le problème, c'est que est-ce qu'on a arrêté ces gens-là au hasard? Je prends l'exemple... c'est une bonne question que vous posez. Mais oui, justement. Le pouvoir reproche certaines choses à ces personnes-là.
Notamment, il y a le jeune directeur du journal Casbah Tribune. Ben, il faut connaître ses actions, qui sont proches des islamistes. D'accord. Vous dites, etc. Ça c'est un autre débat, la Oui, question des islamistes, on l'évoquera tout à l'heure. Vous dites, si arrestation il y a, si répression il y a, le pouvoir sans doute des raisons de réprimer écoutez, aussi durement. Écoutez, Richard, vous comprenez tout à fait la dureté du pouvoir. Écoutez, Richard, vous parlez de répression. Oui. Est-ce qu'il s'agit vraiment de répression lorsque des gens troublent l'ordre public? Il s'agit vraiment de répression? Donc, quel est ce pouvoir qui va accepter que des gens ça trouble l'ordre public? C'est intéressant. Ce n'est pas possible. Mais on est en train de dans faire tous les pays, on l'a vu, aux États-Unis, débat. Comme Alain en Dioudi, France. ce que dit Alain Jules Meunier est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit, M. Ama Belima, le ministre porte-parole du gouvernement, ce 15 juin, sur une chaîne internationale? Il dit, il y a des lois en Algérie. Si vous les violez, vous subirez les conséquences. Autrement, ça devient l'anarchie. Et l'Algérie n'a pas vocation à devenir une anarchie. Que lui répondez-vous? Merci. Tout d'abord, juste pour signaler que les propos de notre ami, c'est digne d'un défenseur, d'un avocat de la police politique algérienne. Parce qu'il s'attaque à une radio, à des personnalités de l'opposition crédibles qui ont été emprisonnées injustement. Mais là, il prend la défense du pouvoir. Donc, je ne peux pas commenter. Mais juste dire que nous sommes dans un processus révolutionnaire. Le pouvoir, ce pouvoir est un pouvoir militaire basé sur du coup d'État. Et notre pouvoir de façade civile n'est qu'une pauvre façade qui n'a aucun pouvoir. Les centres de décision sont entre les mains de la police politique et des militaires. Donc, comment peut-on organiser une élection alors que 2 semaines consécutives, on a arrêté 2000 Algériennes et Algériens? Comment peut-on aller vers une élection alors que la veille, on a arrêté des journalistes, des avocats, des juges, des policiers? Comment qui se sont rendus coupables de troubles à l'ordre public? Mais c'est quoi? Justement, ça c'est le grand mensonge. Ça c'est le grand mensonge. Parce que le Hirak n'a pas de leçon à recevoir. Parce que depuis 2 ans et demi, et son slogan c'est « Silmiya, Silmiya ». La paix, lutte pacifique. Et il ne s'est jamais investi dans la violence. Donc, il n'y a jamais eu de perte en vies humaines. Jamais. Il a reçu des coups. Depuis 2019, la police a matraqué, a violé, a torturé. Même des opposants, des journalistes ont avoué qu'ils étaient violés, qu'ils étaient torturés, qu'ils étaient malmenés. Eh bien, rien n'empêche, il n'y a jamais eu de riposte négative, physique, ou même riposter contre ces policiers qui ne cessent de matraquer. Donc le Hirak n'a pas de leçon à recevoir. Sauf que pour aller vers une élection sans l'assainissement du paysage politique, sans l'assainissement du fichier électoral, sans l'assainissement du paysage médiatique, partisan, associatif, on ne peut pas, c'est-à-dire on veut prendre les mêmes et continuer la bataille. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder 2 ans et demi de Hirak, de révolution, et on se retrouve avec de nouveau une assemblée nationale, enfin une pseudo-assemblée composée du FLN et du RND. Oui. Donc c'est juste ça, c'est le choix du peuple. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. On est d'accord. Ben, écoutez, normalement, quand il y a élection... Ça, c'est vous qui le dites, donc c'est le choix du peuple. Oui, le peuple a boycotté. Le peuple, je ne parle pas au nom du peuple, mais quand il y a 70% qui ont boudé, donc on ne peut pas dire que c'est une élection. Quand les partis d'opposition crédibles, représentatifs, ont boudé cette élection, ça veut dire qu'il y a problème. Le pouvoir a voulu gérer le pays unilatéralement. Oui. Et donc c'est une minorité
qui exerce le pouvoir dictatorial, qui exerce le pouvoir et qui méprise le peuple. Et c'est ce que vous refusez. Et c'est ce que nous refusons. C'est ce que vous refusez. Et, tout simplement. Mais au fond, qu'est-ce que concrètement veut l'opposition qui a boycotté ces législatives? Et que veut concrètement le Irak qui visiblement n'entend pas baisser les bras? On en parle après une petite pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie, où quelques 24 millions d'électeurs ont été appelés ce 12 juin aux urnes pour élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale. Alors, ces législatives anticipées suffiront-elles à calmer les esprits? Rien n'est moins sûr. Mais avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le journaliste et analyste algérien Mohamed Amiri. Il faut préciser une chose, c'est que ce scrutin se déroule dans un contexte de Hirak qui dure depuis près d'1 an et demi, où chaque vendredi, la jeunesse et plus généralement le peuple algérien descend dans la rue pour manifester son mécontentement et son opposition au régime en place. Ça, c'est la première des choses, c'est extrêmement important. Deuxièmement, le gouvernement ne tient pas compte du taux de participation qui est une variable extrêmement importante dans la mesure de la popularité d'une élection. Or là, c'est quelque chose qui semble être devenu secondaire. C'est aussi un point important sur l'intérêt que l'État porte à ces élections et à leur issue, comme si on voulait absolument vite se débarrasser de ça et passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est un Hirak qui va continuer à battre le pavé chaque vendredi et qui ne va pas lâcher, et c'est une bonne chose. Et puis c'est un gouvernement qui semble en tout cas à bout, un système qui arrive finalement, j'allais dire, au terme de ce qu'il peut exploiter, de ce qu'il peut faire de l'Algérie, c'est-à-dire pas grand-chose, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je crois qu'il est temps de croire en l'avenir, mais de continuer à manifester son mécontentement, son opposition à ce gouvernement, puis son amour pour l'Algérie. Mais les mois à venir vont être décisifs. Je crois que le gouvernement, plus généralement le système, tient véritablement sur des échasses de paille et qu'il risque d'y avoir une bourrasque qui fera s'envoler tout ça. Soyons patients et soyons confiants surtout. Mais nous avons encore de belles surprises qui nous attendent dans les mois à venir, à n'en pas douter. Les mois à venir seront décisifs, dit Mohamed Amiri, selon qui les manifestations du Irak vont se poursuivre. Monsieur Bendali, dites-nous, j'ai beaucoup lu les différents verbatims que vous avez produits dans la perspective de ces législatives anticipées. Vous disiez, entre autres, participer à ces législatives, c'est une solution naturelle aux crises politiques que connaît l'Algérie. C'est un retour à la légitimité. Absolument. Mais on voit que ça ne semble pas calmer les esprits, ces législatives. Écoutez, juste une parenthèse, parce qu'on parle depuis tout à l'heure du taux de participation qui est autour de 30%. C'est même qui dénigre ce chiffre de 30%. En tout cas, beaucoup d'entre eux, et M. Aïdjoudi a cité quelques partis qui, selon lui, sont représentatifs, qui existent sur la scène politique depuis longtemps, étaient dans les mêmes assemblées les précédentes mandatures, qui n'étaient pas élus au-delà de 37%. La 8e législature. Ils étaient élus à 37%. Oui. Donc, si on fait une caricature rapide, les 7% de moins de participation entre 2017 et aujourd'hui sont liés au boycott, permettez-moi de dire que le mot d'ordre du boycott n'a pas été si fort que ça. Oui, mais l'idéal démocratique veut qu'il y ait plus de participation. Là, je vous rejoins. Effectivement, chaque élection n'a de force et de poids que si le taux de participation est encore plus fort. Ceci dit, c'est pour ça que je veux quand même faire la distinction entre l'abstention et le boycott. On veut faire porter le bénéfice, ou plutôt la réussite de cette abstention sur un mot d'ordre de boycott qui a peut-être une part de vérité, ça je n'en doute pas. Mais en tout cas, le résultat, c'est lequel aujourd'hui?
ça a été rappelé, le retour de ceux qu'on combattait, malheureusement. Et vous avez d'un côté un régime que tout le monde veut écarter, et pour reprendre une Algérie nouvelle, pour reprendre un nouveau système et un nouveau dispositif qui est à la lumière et aux aspirations de Hirak, justement. Et d'un autre côté, on bloque une élection qui aurait pu amorcer. Je ne dis pas, il faut être naïf pour croire que la seule élection du 12 juin permettait de tout changer. De tout changer, de tout Ceux régler. qui espéraient ou qui pensaient croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'avec une élection législative, aussi forte soit-elle, on pouvait changer le dispositif ou l'ambiance politique algérienne, se trompent ou alors sont des naïfs. D'accord. Et je voudrais dire maintenant, so what? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça. On a assumé notre participation et on assume certains, je me permets quand même de le rappeler, nous ont taxé de pro-Tebboune, pro-pouvoir, vous avez eu des promesses, etc. Il est où le résultat? Oui. Si ces allégations qui étaient portées par ces partis politiques qui siégeaient dans cette assemblée il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont sortis il y a un mois, nous reprochent d'avoir prôné la participation pour les raisons que j'avais expliquées tout à l'heure, et qui nous disent maintenant, qui n'ont pas arrêté de dire dans leur dénonciation de cette élection qu'on avait des promesses. On a un siège et éventuellement peut-être deux, et on en est encore loin, mais c'est la preuve que notre sincérité, elle est indéfectible. Notre façon de faire ne sera pas entachée ni d'un pro-pouvoir, ni d'un anti-Hirak. Bien sûr. Vous aviez parlé, je l'ai rappelé, de retour à la légitimité. Rappelons quand même que ces législatives ont eu lieu dans un contexte où l'Assemblée populaire nationale a été dissoute et que, au fond, l'Algérie ne disposait plus de parlement, enfin, d'Assemblée nationale. Je vais vous donner un exemple. Pour jouer son rôle de contre-pouvoir, oui. Je vais vous donner juste un exemple très emblématique et qui reflète le constat qu'on est en train de faire. En Kabylie, en l'occurrence, Tizi Ouzou, la wilaya de Tizi Ouzou, le département de Tizi Ouzou et de Béjaïa ont été en avant dans cette dynamique de boycott. On respecte et il y a aucun 0, souci. et quelques pourcents il y a eu de taux de participation. Il y a eu de fortes pressions pour que les listes, même indépendantes, ne participent pas. Soit, on peut considérer une certaine démocratie ou une certaine liberté d'expression d'une manière et pas de l'autre. Le résultat, il est lequel? Aujourd'hui, dans la wilaya de Béjaïa, la deuxième wilaya de Kabylie... les provinces, hein. C'est une province de Kabylie. Sur 9 sièges à l'Assemblée nationale, 8 sont pris par le FLN. Alors, est-ce que c'est le résultat qui était à ce qu'il fallait. N'est-il pas contre-productif par rapport à tout le... C'est important comme enseignement que vous tirez. On combat quelque chose, on boycotte les élections. On les a remis en selle. On les a remis en selle, absolument. On a un résultat totalement contraire à ce qu'on espérait. Mais simplifions la question pour que ceux qui n'ont pas suivi l'actualité algérienne ces 2-3 dernières années comprennent de quoi il est question. 2019, un mouvement est né, en février précisément, pour dire non au 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. C'est ça le début de la crise. Vous ne vouliez pas d'un 5e mandat de Bouteflika. Il s'est retiré. Il y a eu, le 1er décembre 2019, une élection présidentielle. M. Tebboune est élu président de la République. Le 20 novembre, en novembre 2020, un référendum constitutionnel a été organisé pour avoir une nouvelle constitution. Vous en avez une. On a dissous l'Assemblée nationale pour avoir une nouvelle Assemblée nationale. Et vous dites, il ne faut pas d'élection législative. Mais comment? Expliquez-nous. Que fallait-il faire? Ou que veut précisément le Irak? Je ne pose pas la question pour accabler. Je pose la question pour comprendre. Que veut le Irak? Vous ne vouliez pas d'un 5e mandat de Bouteflika? C'est écarté. Mais que veut le Irak aujourd'hui? Tout d'abord, nous, on ne s'est pas opposé à Bouteflika. On s'est opposé à un régime totalitaire qui s'est installé depuis 1962. Il faut l'expliquer. Il faut dire que depuis 1962, c'est le même système qui est au pouvoir. Et à chaque fois, il y a une alternance du pouvoir
autour du même système. D'accord. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'on on s'est dit qu'il est impossible. D'ailleurs, à chaque fois, et pour justifier leur échec, je parle de Djil Jadid, pour justifier leur échec, ils te disent que les autres, ils ont participé. Justement, c'est parce que les autres ont participé. Depuis la pseudo-ouverture démocratique de 1988, et on a compris que le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement. Donc le Parlement, depuis l'indépendance à ce jour, n'a jamais retiré confiance à un gouvernement, n'a jamais retiré confiance à un ministre. Oui. Il n'y a jamais eu d'une commission d'enquête où, même s'il y a une commission d'enquête installée, on n'a jamais connu des résultats. Monsieur Judi, je pose ma question autrement. Mohamed Amiri, que nous venons d'écouter, dit Oui. les manifestations vont se poursuivre. Vous revendiquez quoi? C'est quoi Oui. le point central? Nous revendiquons tout simplement l'installation d'un véritable système démocratique. C'est-à-dire, ce n'est pas l'alternance du pouvoir sur le pouvoir, autour du pouvoir, mais plutôt que l'armée se retire d'abord du champ politique. Parce que chaque jour que Dieu fait, le ministère de la Défense, il prêche des discours dans les casernes. Et d'ailleurs, la revue Le Jaish, chaque fois, il menace, il donne des orientations. L'armée va protéger. Depuis quand l'armée, dans les démocraties, protège la démocratie? C'est la démocratie qui protège les pays et l'armée. Vous avez raison. Et donc, maintenant que le Hirak a gagné cette bataille psychologiquement, et c'est pas vrai qu'il y a eu uniquement en Kabylie. C'est vrai qu'en Kabylie, la Kabylie a boycotté. Il y a cette tradition démocratique ancestrale. Mais même dans d'autres wilayats, départements qui étaient acquises au pouvoir, à ce système, ont boudé, parce que même les chiffres 30 étaient un chiffre erroné, parce que réellement, il n'y a pas eu 30% de participation, Oui, parce qu'il y a eu 14% de 8h jusqu'à 16h, et 50% de plus. Non, pas 50%, 30%. Non, c'est-à-dire 50% de ce chiffre de 30. Oui. C'est-à-dire le nombre de votants. Oui. À un moment donné, les électeurs sont sortis plus que le monde. Non, pour vous, c'est invraisemblable. C'est pas possible. Le pouvoir est un professionnel de fraude. Et l'opposition revendique un véritable processus de transition démocratique. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Monsieur Judi, on va comprendre. Il faut une nouvelle élection présidentielle. Deux choses. Vous avez dit qu'il y a eu l'élection d'un président. Oui. C'est Gaïd Salah qui a installé ce Tebboune là à la place où il est. Il n'est pas président réel, il n'est qu'un pauvre secrétaire général de la présidence de la République. Vous avez parlé d'une constitution, c'est les mêmes têtes qui ont proposé des constitutions à Bouteflika qui a imposé cette constitution. De novembre 2020. Vous avez parlé il n'y a jamais eu de suffrage universel, ni de démocratie, ni d'ouverture politique, ni médiatique, ni démocratique. Donc tout ça, c'est pour aveugler, justement, c'est de la poudre aux yeux. Le pouvoir est toujours en place. Il n'y a pas eu de changement. Et le Hirak revendique un changement radical, c'est-à-dire une période de transition, un gouvernement d'union nationale ou de technocrates, aller vers une assemblée constituante, assainir justement le champ politique, médiatique, le fichier électoral. Ce n'est que comme ça qu'on peut aller vers une élection. Sinon, c'est des élections organisées par la même mafia qui existe, et d'ailleurs la même composante qui était au pouvoir au temps de Bouteflika, c'est la même composante qui gouverne aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On les vire tous? Qu'est-ce qu'on en fait? On les a il faut ouvrir réellement le champ politique. Le champ politique. Laisser les gens s'exprimer. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas selon vous. L'opposition est exclue dans les chaînes de télévision, dans les radios. On jette en prison les journalistes, les responsables des radios. Alain Jules Meunier, ce serait peut-être peu objectif de notre part de considérer que ce qu'il dit est dénué de tout sens. Là, nous sommes en train de vivre les résidus d'un pouvoir fort qui s'est étalé sur des décennies, finalement. Alors, on ne peut pas dire que ce que dit M. Judi est complètement dénué de sens. Non, mais écoutez, c'est la litanie, la sempiternelle litanie. Hein. C'est-à-dire que quand on est de l'opposition algérienne, enfin, certains opposants algériens, c'est toujours l'armée. Vous l'avez entendu? Ce n'est pas faux. Hein. Non, attention. L'armée a des missions spécifiques. Oui, bien sûr. L'armée a des missions spécifiques. Il faut rappeler quand même quelque chose.
Et c'est pour cela que en politique, il faut avoir une part d'humanisme, il faut avoir une part d'honnêteté intellectuelle. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que le fameux Irak, s'il n'y a pas eu de sang versé, c'est grâce à qui? Il faut reconnaître que c'est grâce à l'armée qui a encadré ces manifestations-là. Aux forces de l'ordre d'abord, à la police, Donc, à la police d'abord, à l'armée d'abord, oui bien sûr. Et à l'armée. Oui bien sûr. Alors, oui. Maintenant le Donc, problème, il y a un déni. Petite parenthèse. Aucun manifestant du Irak ne s'en est pris aux forces de l'ordre. C'est ce que vous voulez souligner. Les manifestants ne se sont jamais attaqués au symbole de l'État, aux dépositaires de l'autorité publique. Richard. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental. Qu'il faut souligner. Bien évidemment. Mais pourquoi? Parce qu'ils savaient que les manifestations étaient encadrées. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas... Au-delà de cet aspect, justement, le pouvoir que vous décriez... Le discours global qu'il produit, vous comprenez, vous comprenez ou pas? Je comprends, tout à fait. D'accord. Mais le problème, c'est que ce qu'il ne dit pas, je ne suis pas devin, mais on sait très bien ce que ses amis disent. Ils sont des partisans, n'est-ce pas, du chaos total. C'est un mensonge. Je dénonce. Non, c'est un mensonge. Monsieur Ali, je ne vais pas vous permettre d'insulter justement cette révolution. Et ces militants qui pas la révolution. Je vous ai pas interrompu. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Vous ne connaissez pas la réalité en Algérie. Vous êtes là comme un lèche-botte de ce pouvoir. Mais non. C'est trop. Alors, faisons attention. Mais là, il faut qu'il retienne justement ce propos. Faisons attention aux mots. On ne peut pas considérer, vous comprenez ça, vous comprenez sa réaction. La police politique ne s'en a pas prononcé ses propos. On est d'accord. Il y a des revendications qui sont tout à fait légitimes. Il faut le reconnaître. Le besoin de plus de liberté est un besoin fondamental. L'exprimer, ce n'est pas être pour le chaos. On est d'accord. Quand je le dis, vous savez pourquoi je le dis? Parce que ça circule. Parce que dans... Oui, c'est pas parce que ça circule que c'est vrai. Et j'ai envie quand même de rappeler à M. Ali que il ne faut pas croire. Parce qu'il mais j'ai bien compris. Qu'il maîtrise l'Algérie. On a bien compris. On a bien maîtrisé Monsieur Bendali. Le soutien aveugle à ce pouvoir. Ah, mais non, je m'excuse. Je ne le soutiens pas. Je ne le soutiens pas. Vous êtes en train de... Monsieur Bendali, votre position nous intéresse. On sent chez vous de la mesure, de la tempérance, de la pondérance. Et c'est très important. Comment vous situez-vous entre un mouvement dont des revendications totalement légitimes, absolument. Vous le dites absolument, et un pouvoir qui apporte fermeté et dureté comme réponse? Très bien. Alors, je rajouterai au descriptif ou au qualificatif que vous avez rajouté du pragmatisme. Du pragmatisme. Et de la réalité. Ceci étant, ce qu'il faudrait peut-être préciser à nos téléspectateurs qui nous regardent à N'Djamena, à Brazza et tout au fin fond de l'Afrique que j'apprécie beaucoup, c'est que le Hirak n'est pas unique. Oui. Le Hirak, c'est pluriel. C'est pluriel. Vous pouvez demander à 10 personnes dans la rue, des Algériens en l'occurrence, bien sûr, quelle est leur définition du Hirak et qu'est-ce qu'ils mettent derrière cette revendication de Hirak, vous aurez probablement 10 réponses différentes. Je le dis pourquoi? Parce que je me reconnais et je réclame être un hirakiste, et je dirais même avant le Hirak au sein de Mouatana. Oui. Parce qu'on avait ce même mot d'ordre au sein de Mouatana qui a été aussi ensuite, et heureusement, pris par le mouvement populaire d'une manière extraordinaire et pacifique, comme il l'a souligné. Juste un petit détail, c'est que tant que le Hirak a commencé en février 2019, vous le savez, pendant les premiers mois, le mot d'ordre était lequel? Il était unique. Il était le départ de Bouteflika, même s'il représente un régime. Et ça, vous l'avez obtenu. Le départ de Bouteflika, le non au 5e mandat et le retour à l'état de droit et à la démocratie. Tant que ce mot d'ordre était unique, il était partagé par tout le monde. Ça, je mets au défi quiconque qui pourrait m'apporter la preuve du contraire. On faisait des réunions tous les soirs. On organisait les marches et les sittings à la République tous les week-ends et toutes les semaines. Sauf que, chemin faisant, une fois que cet objectif a été atteint, et ça, il faut être réaliste pour le voir, il a été atteint. Bouteflika débarque.
Il y a eu une élection, il y a eu un changement de constitution, etc. On fait quoi maintenant? Est-ce qu'on reste dans le même... Il faut reconnaître même ministre de Bouteflika qui ça nous sont ramène, en on fait quoi maintenant? Voilà. Pas du tout. Ça nous amène, on fait quoi? C'est un changement de façade. S'il vous plaît, monsieur Doudi, Ah oui. votre question, elle est intéressante. Alors, ça nous voilà. amène à évoquer Exactement. les Alors, pistes. Excusez-moi, on me rappelle qu'on doit faire une petite pause. D'accord. On fait une courte pause. Parfait. On revient justement pour répondre à la question. Bien volontiers. On fait quoi maintenant pour une décrispation durable dans votre pays, l'Algérie? Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie, où viennent d'avoir lieu, ça s'est passé ce 12 juin, des législatives anticipées pour doter le pays, le plus grand pays du continent, d'une assemblée populaire nationale. Monsieur Bendalla, nous étions en train d'évoquer les pistes pour une décrispation durable en Algérie. Je dirais que la clé Oui. de cette décrispation passe d'abord par regagner la confiance du citoyen. La non-participation ou l'abstention que vous avez souligné en début d'émission est le reflet pur d'un rejet du citoyen algérien, de sa classe politique et de la confiance en les gens qui le gouvernent. C'est un constat, c'est un fait. Après, d'ailleurs, ceci dit, on aurait pu croire que ce rejet était juste vis-à-vis des partis politiques anciens ou nouveaux, peu importe, mais ce n'est pas le cas, parce que même les listes indépendantes et des listes de proximité n'ont pas eu un franc succès. Ça, il faut le souligner aussi. Monsieur Bengala, excusez-moi d'apporter une nuance pour qu'on comprenne, on aille au fond des choses. En 2019, quand le Hirak avait dit non au 5e mandat du président Bouteflika, au fond, ce qui était en jeu, ce n'est pas en tant que telle la personne Bien sûr. du président, c'est le système. C'est vrai qu'il a renoncé à se représenter, mais pour autant, qu'est-ce qui a véritablement changé? Vous êtes algérien, grand observateur, vous vivez, vous êtes acteur politique. Au-delà du fait qu'on n'a pas un 5e mandat du président Bouteflika, qu'est-ce qui véritablement, à ce jour, a changé en termes d'acquis démocratique, d'ouverture démocratique, de rénovation démocratique? Vous savez, il faut être aussi lucide quand on fait de la politique et quand on est observateur ou même acteur politique, il faut être aussi lucide. Ça ne sert à rien de crier ou de créer des slogans et de dire il faut que ça change. Et puis d'un coup de baguette magique, du jour au lendemain, le pouvoir va nous dire on vous a écouté, pour paraphraser une citation bien connue, je vous ai compris, etc. Voilà les clés du pouvoir sur un plateau d'argent, prenez-le et faites ce que vous voulez. Ça ne marchera pas comme ça. Notre analyse, c'est de dire on fera pas à pas, pas contre pas. La porte s'ouvre, 10 cm, je mets mon pied. J'évite qu'elle soit ouverte. Le pragmatisme dont vous parliez. Voilà. Et ce n'est que comme ça que je gagnerai. Je ne gagnerai pas tout aujourd'hui. Si je gagne 10% de liberté, et là je partage effectivement, personne ne doit être satisfait des 200 et quelques prisonniers politiques, personne n'en est satisfait. On est le premier à le dénoncer, on l'a déjà dénoncé. Mais par contre, est-ce qu'on reste dans la position du jusqu'au boutisme, quitte à aller jusqu'au clash, ou dire je prends ce que je peux prendre, et demain je prendrai la suite jusqu'à une transition. Vous dites on ne déboulonne pas en 2 temps, 3 mouvements un régime, un système qui c'est un bras de fer. Et le bras de fer ne se règle pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Je peux... Oui, merci. Oui. Tout d'abord, il faut dire que le pragmatisme, ce n'est pas seulement ce que M. Bendalla a dit. Non, vous avez aussi votre forme de le pragmatisme, c'est justement de faire l'historique de ce changement. Le changement a commencé en 1988. Et l'opposition a laissé le pouvoir gérer cette transition. Le résultat, en 1991, il a piégé ce processus électoral et il a organisé un coup d'État.
Et puis il y a eu la décennie noire qui résulte sur 250 000 morts et 20 000, une sanglante 20 000 disparus. C'est le même système qui est encore là. C'est le même pouvoir qui est encore là. Ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, ce président installé par les militaires, il est là depuis 1974. Il était avec tous les présidents. La question est, M. Bendella, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci. Justement, il faut que le pouvoir doit comprendre une chose, qu'il n'est plus le maître du jeu, qu'il ne peut plus présider ou conduire une transition unilatéralement. Il ne peut plus imposer une feuille de route et les autres rentrent dans les rangs comme des élèves. Le problème de ce pouvoir, c'est qu'il ne reconnaît rien, ni les personnalités politiques, ni les organisations, ni les partis politiques. Il ne fait qu'à sa tête. Et d'ailleurs, pour parler du pragmatisme, est-ce que c'est du pragmatisme avoir la moitié du gouvernement de Bouteflika et des élus et des deux assemblées générales, je m'excuse, dans les mêmes institutions? C'est le même pouvoir, et d'ailleurs le pouvoir. Il a préféré reconduire la même composante politique pour justement garantir sa continuité. Donc le pragmatisme, c'est que le pouvoir accepte de négocier, justement, de faire des concessions. D'abord, accepter une période de transition et qu'elle soit guidée... Monsieur Djoudi. Avec pardon, juste vous me laissez penser, juste aller jusqu'au bout. Il faut que cette transition soit guidée, conduite par l'opposition et par une partie du pouvoir. On ne peut plus aller avec les mêmes mécanismes vers des élections de fraude truquées à l'avance, avec des chefs de daïra, des sous-préfets qui sont formés dans les codes de la police politique, avec les mêmes préfets qui font concurrence. On comprend voilà. Tout à fait. C'est juste pour vous dire, la question aujourd'hui, ce que nous souhaitons, une véritable transition, avec la participation de l'opposition, des partis représentants. D'abord, ouvrir le champ politique. Laisser les gens constituer des syndicats, des associations, des partis politiques. Monsieur et Djoudi, il faut qu'il y ait une transition. Parlons plus concrètement. Oui. Monsieur Bendalla a parlé de pragmatisme. Justement, on parle aussi du pragmatisme. Vous parlez de concessions, que le pouvoir doit faire des concessions. Ben oui. Mais le pouvoir, il est en non, mais place. attendez, je n'ai pas encore posé la question, parce qu'il faut qu'on parle concrètement. Je ne fais des concessions que si les rapports de force ne sont pas en ma faveur. Ben ouais, quels sont concrètement aujourd'hui, quels sont aujourd'hui les rapports de force, quels sont aujourd'hui, pardon, les rapports de force sur le terrain, de force politique, les rapports de force qui seraient de nature à contraindre le pouvoir à faire des concessions. Merci. Maintenant, si on parle de rapports de force militaires, de répression, sont entre les mains du pouvoir. Mais si on parle de rapports de force morale et d'éthique, ils sont en faveur du peuple. Je vais vous dire que les instances internationales, les organisations internationales, on condamne régulièrement ce pouvoir totalitaire. Le pouvoir est assiégé, le pouvoir est encerclé de l'intérieur. La diaspora algérienne a fait récemment un déplacement sur Strasbourg, plusieurs déplacements sur le Conseil des droits de l'homme à Genève, des marches régulières. Vous avez raison. Et encore, de l'intérieur, le Hirak est toujours debout, la revendication, c'est le changement du système. Maintenant, vous avez dit qu'au début, ça a été, il faut bien qu'il y ait l'étincelle qui va allumer cette mèche. La candidature, la 5e candidature de Bouteflika, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Après, l'entêtement de pouvoir a provoqué l'entêtement de ce Hirak qui a levé encore le plafond Allez, je mener très rapidement ce que dit M. Djoudi, mais je pense qu'il est lucide dans son analyse. Les rapports de force, effectivement, sur le terrain sont en faveur du pouvoir, mais nous vivons une époque où on ne peut pas faire fi de la portée politique internationale, de nos actions politiques. Nous vivons une époque où on est soucieux de comment on est perçu à l'étranger, des rapports que font les différentes organisations internationales sur le fonctionnement du pouvoir à l'interne. Est-ce que vous pensez que le pouvoir algérien peut en faire fi? Je suis vraiment très heureux de cette question-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la presse mainstream?
dans la presse occidentale notamment, principalement la presse française. Cette presse française soutient ces gens-là. Mais le problème... Ces gens-là, c'est qui? C'est l'opposition algérienne, Oui. enfin, radicale algérienne. Mais le problème, c'est que la radicalité est mauvaise Vous conseillère. pouvez donner des exemples? Oui, Donnez-moi un exemple. Je Monsieur vous écoute Judy, sagement. on- Écoutez-moi sagement. Oui. Laissez-moi... Donc, oui. D'accord. La réalité, c'est ça. Alors, le journal, par exemple, Le Monde, que je cite, est un journal propagandiste anti-Algérie. C'est-à-dire qu'on fait un article là-dedans où on insulte l'Algérie Quand et vous dites derrière... l'Algérie, vous parlez de quoi? Ben, de toute pouvoir. l'Algérie, contrairement à ce que Le pouvoir. Si vous voulez du pouvoir Parce que dans votre algérien, discours, on mais- sent qu'il y a deux Algéries. Mais non, l'Algérie, je parle de l'Algérie. Le Parce pouvoir que- institutionnel. Oui, Mais mais- vous ne parlez pas du Irak. Non, je parle de toute l'Algérie, justement. Et c'est là où je cherche à rebondir. C'est-à-dire que ces gens-là n'arrivent pas, D'accord. malheureusement, à maîtriser les vrais enjeux. L'Algérie est incontournable, notamment avec le départ de Barkhane du Sahel. Ça, c'est un autre sujet encore. Non, On est d'accord. C'est ça que je dis que Monsieur ces gens... Bendali, ils mais sont on a bien compris, assoiffés de il pouvoir, y a des enjeux, mais ne il y a des comprennent enjeux pas que justifie aujourd'hui le fait la réalité effectivement géostratégique la réalité de la- géostratégique de- que de justifie l'Algérie. la Donc, fermeté on ne combat du pas pouvoir le pouvoir de algérien. ce Je vous genre de laisse, pouvoir-là, Monsieur comme ça, Bendali, Fatah bêtement. Bendali, le dernier mot dans ce débat. Je dirais que pour revenir au sujet principal de notre émission, qui est les élections législatives de samedi dernier, malheureusement, le constat est là, les chiffres sont là. Ce constat m'amène à dire que finalement, tout le monde est perdant. Les partis comme le nôtre qui avons cru et qui croyons encore à un changement à notre manière qui soit progressif, pragmatique et raisonné, le citoyen algérien a aussi perdu parce que c'était aussi une occasion pour lui de faire valoir sa voix, peu importe la liste, peu importe le candidat qu'il aurait choisi. Le régime algérien, au sens le plus large possible, a perdu parce qu'il a fait de cette élection quelque part une petite mascarade, parce qu'avec un taux d'abstention qui est important, il affaiblit la Chambre qui vient d'élire, mais aussi le Hirak, dans sa composante la plus large, a perdu, parce que c'était aussi une occasion pour lui de faire rentrer dans cette institution des personnes choisies par lui, parce que je vous le dis, on pour animer le débat politique et démocratique. On aurait pu avoir des fraudes massives comme on l'a eu dans le passé, mais il y en a eu des fraudes. Je dis pas, je fais mais pas la un preuve, blanc-seing. vous avez d'élus aujourd'hui. Vous avez gagné, enfin, au moins un siège. Tout au siège, moins. mais tout est relatif, parce qu'avec un siège, on ne va pas faire grand-chose. Mais finalement, pourquoi je suis déçu et pourquoi c'est malheureux pour le résultat de ce scrutin, c'est qu'on a remis en selle, comme je l'avais dit tout à l'heure, ceux qu'on était censé combattre. Merci. Et malheureusement. Merci Fatah Bendali. Vous êtes membre du Conseil national de Djil. Yadid, vous avez accepté de participer à ces législatives anticipées. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Ali. Ali et Judy. Riposte internationale, c'est le nom de votre ONG spécialisée dans la défense des droits de l'homme. On a bien compris. Merci à vous, votre monsieur discours dans cette émission. Merci à vous, Alain Gelmenier, journaliste, analyste politique. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour, on l'a vu, était donc consacré à l'Algérie. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous.